à toutes, bonjour à tous, tous mes vœux pour 2022. Merci cette année encore pour votre attachement à notre rendez-vous santé du jeudi. Après l'avoir reçu pour son magnifique ouvrage Pandémie, des origines à la Covid-19 aux éditions Perrin, qui éclairait l'épisode épidémique que nous subissons depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai à nouveau l'immense honneur, le privilège et le plaisir de dialoguer cet après-midi avec le docteur Patrick Berge, professeur de microbiologie, professeur émérite à l'Université de Paris, ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, ancien doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, à l'occasion de la réédition en poche d'un ouvrage passionnant coécrit avec Jean-Jacques Lefrère, hématologue écrivain décédé en 2015, Gloire et imposture de la médecine, collection Tempus, toujours aux éditions Perrin. Professeur Berge, bonjour. Merci de votre présence. Nous allons revenir avec vous sur quelques événements marquants de l'histoire de la médecine. Il m'a paru inconcevable d'être exhaustif en 22 minutes, alors j'ai extrait de chacun des 4 grands chapitres qui composent cet indispensable travail, une réflexion, un destin, une histoire exemplaire, un scandale terrible que nous allons découvrir ensemble. Alors, le premier chapitre s'appelle « De l'art d'explorer le corps humain ». Je souhaiterais que, très rapidement, vous nous expliquiez l'évolution de l'approche médicale longtemps freinée par les interdits religieux. Alors oui, au début, la médecine, si on remonte à la Mésopotamie ou à l'Égypte, les maladies sont dues essentiellement aux dieux, à une influence divine en quelque sorte. Donc, à quoi bon finalement traiter si c'est notre destin de faire la maladie ? Et donc, faut attirer leur bienveillance, c'est ce que vous expliquez. Faut attirer la bienveillance des dieux. Alors, jusque dans la Grèce archaïque, au 9e, 10e siècle, c'était également la même chose. Les dieux étaient des dieux cruels, qui nous voulaient du mal. D'ailleurs, Zeus a envoyé l'urne de Pandore pour répandre tous les fléaux du monde sur l'humanité. Et alors, c'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Au 8e siècle, probablement, dans Homère, apparaissent des dieux bienveillants. C'est-à-dire que soudain, les dieux s'humanisent en quelque sorte et deviennent bienveillants envers les humains. Ils vont d'ailleurs avoir des comportements d'humains, se mélanger dans la guerre de Troie par exemple, en prenant le parti de certains et d'autres, et même s'accoupler avec des humains. C'est ce qu'on appelle les demi-dieux. Et dans l'histoire de la médecine, Asclépios est le fils d'Apollon, avec une humaine qui s'appelait Coronis, qui est d'ailleurs qu'il a fini par tuer d'une flèche, et on a extrait le petit Asclépios du ventre de sa mère morte, et on l'a ensuite éduqué pour devenir un médecin. Donc la médecine s'humanise brutalement, et surtout au 5e siècle, Hippocrate commence à nous dire que la médecine, les maladies sont d'origine naturelle. Les maladies sont d'origine naturelle. Donc, recherche d'une cause et d'un traitement. On recherche une cause et un traitement. Une maladie d'origine naturelle, c'est très important. C'est-à-dire que les philosophes ioniens, au 5e siècle, ont dit tous les phénomènes que nous voyons sont d'origine naturelle, ce qui était un saut quantique, en quelque sorte, en termes intellectuels. Et donc, les maladies sont liées à des causes naturelles, on cherche des traitements et on va guérir les malades. Alors, on parle beaucoup, professeur Berge, de Kos, et en fait, il y a un endroit qui est un endroit très très important, qui est Alexandrie. Oui, alors, donc Hippocrate de Kos, d'une part, qui est une petite île de l'Ionie, et Alexandrie. Alors, Alexandrie, c'est un exemple extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que on a la conjonction au IIIe siècle avant notre ère, on a la conjonction de la volonté du prince, à savoir les pharaons grecs Ptolémée, et deuxièmement, il y a le cosmopolitisme, c'est une ville cosmopolite, donc toutes les idées se mélangent, et puis il y a la liberté des chercheurs. Ces 3 ingrédients vont se retrouver de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité à différents endroits, au plus récemment c'est plutôt Boston ou des lieux comme ça, mais donc ça c'est les ingrédients, et les Ptolémée Philadelphe a eu l'idée de créer un musée d'une part, où les chercheurs étaient libres, ils étaient payés
on ne leur demandait rien. Vous expliquez surtout que c'est le seul endroit où on peut pratiquer des autopsies, donc progrès colossal de l'anatomie. Absolument. Alors, c'est un endroit où les Ptolémées, pendant 50 ans, ont permis les autopsies. C'était un endroit où on faisait déjà, on momifiait les gens. Et donc, dans ces maisons de vie. Mais les momificateurs avaient en quelque sorte un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne regardaient que l'aspect religieux de ce qu'ils faisaient. Et les Érasistrates et Hérophile, qui sont les deux grands anatomistes, ont disséqué des corps, parfois même, malheureusement, des personnes vivantes qui étaient des condamnés à mort, et ils ont ainsi pu découvrir la systole, la diastole pour le cœur, les vaisseaux, la différence entre les veines et les artères, les nerfs et les circonvolutions. Et dernier nom important de cette période, Galien. Alors Galien, au IIe siècle après notre ère, lui, c'est un chercheur extraordinaire qui a imposé son idéologie jusqu'au XIVe, XVe siècle. Même au XVIIe siècle, on parlait encore de Galien. Il a décrit beaucoup de maladies, il a décrit beaucoup de concepts, et donc il a eu une influence considérable sur la médecine. Vous expliquez d'ailleurs qu'il ne se passe rien entre Galien et la Renaissance. Vous dites que la religion l'emporte sur la raison, la superstition sur la pensée rationnelle. On revient aux prières et à l'eau bénite. Oui, c'est-à-dire que il y a eu une espèce de grand noir sur l'Occident entre le IIIe, IVe siècle et la Renaissance en quelque sorte, où véritablement la religion dominait tout. Et par exemple, à quoi bon soigner les malades, puisque c'était la volonté de Dieu qu'ils soient malades. Et il valait mieux soigner l'âme. D'ailleurs, quand on allait dans un hospice ou dans un lieu de soins, on vous soignait l'âme beaucoup plus que le corps. Alors, dans votre livre, vous consacrez un chapitre important à Vézal, le grand anatomiste belge. Alors, lui, il reprend l'exploration du corps humain, mais surtout, Harvey, en 1628, décrit la circulation sanguine. Et là, véritable révolution. Alors, la description de la circulation sanguine, c'est un exemple extraordinaire, une des plus grandes découvertes probablement de cette époque. C'est l'époque où la médecine devient quantitative, c'est-à-dire qu'on commence à compter le pouls, à peser les gens, et donc ce qu'a fait Harvey, il s'est aperçu à la suite d'observations sur les valvules, le sens des valvules, des veines, il a décidé, il a fait une expérience qui est vraiment remarquable. Il a calculé la quantité de sang qui sortait du cœur par heure, et il a montré que c'était à peu près l'équivalent de 250 kilos pour une personne de 70 kilos. Et donc, la théorie de Galien, suivant laquelle le foie est l'origine du sang, et ensuite le sang va vers les extrémités et se dissout, était impossible. Ça, c'était la démonstration, en quelque sorte, par une approche quantitative de l'importance de la circulation. Et ça a changé toute la médecine, puisque à ce moment-là, on raisonnait plus du tout de la même façon à partir du moment où on s'est aperçu que le cœur était une simple pompe. Et alors, le terme, les circulateurs, en fait, signifie les charlatans. Les charlatans, oui. C'est-à-dire qu'il a fallu, en particulier en France, il y a une forte opposition contre la circulation de Harvey, et donc on ridiculisait ce concept en disant que c'était des charlatans. Et il a fallu un décret de Louis XIV, vers 1670, pour imposer à la faculté qu'on enseigne la circulation. On était encore avec ce principe vital, le pneuma, qui circulait avant que Harvey parle du cœur comme pompe. Le pneuma, c'était une invention de Galien et peut-être même des Alexandrins. Oui, on pensait que quand vous coupez une artère, le sang qui coule, on pensait que il n'y avait rien dans les artères. Il y avait le pneuma. Et le pneuma s'en allait et attirait le sang veineux dans les artères, ce qui était complètement aberrant. Mais c'était la moins mauvaise explication qu'il pouvait trouver à l'époque. Alors les polémiques sont féroces. Certains disent, je préfère me tromper avec Galien que de suivre un charlatan comme Harvey. Absolument. Il était vraiment très rejeté, mais pas par tout le monde. Et finalement, ça a été reconnu à la fin du
XVIIe siècle. Alors, deuxième chapitre de votre livre, c'est la découverte de l'invisible. Alors, vous évoquez Hansen qui fait avancer la lèpre, Burkitt sur les cancers de l'enfant, Gadzhoutek qui fait une découverte stupéfiante chez les cannibales papous de Nouvelle-Guinée. Mais j'ai choisi l'histoire singulière de Semmelweis. C'est en fait un obstétricien hongrois. Oui. Qui est à l'origine de ce qu'on peut dire peut-être de l'asepsie, c'est ça? Oui, absolument. Alors, Semmelweis, Ignaz Semmelweis, c'est une histoire tragique. Parce que c'est un jeune chef de clinique qui travaille dans un grand hôpital de Vienne, un hôpital de 2000 lits, dans une maternité. Il y avait 2 maternités qui faisaient 6000 accouchements par an, donc c'était considérable. Et c'est important, ces 2 maternités. Oui, absolument. La maternité de Klein et la maternité de Barst. Et il voyait des jeunes femmes. Et il y en a une où on meurt et une où on est. Voilà, il y en a une où il y a 20%, 30% des jeunes femmes qui arrivent et qui meurent d'infection, d'une infection grave. Enfin, elles avaient des abcès multiples, etc. Et dans l'autre, il y avait 2 ou 3%. Et il s'est demandé pourquoi. Il a donc fait une enquête et il s'est aperçu que la grande différence entre les 2 maternités, ça n'était pas les miasmes qui étaient la théorie habituelle, puisque les 2 maternités étaient l'une contre l'autre physiquement, mais c'était le fait que des étudiants en médecine étaient dans la maternité de Klein et de l'autre côté c'était des sages-femmes. Que faisaient les étudiants en médecine? Que ne faisaient pas les sages-femmes? Que ne faisaient pas les sages-femmes, ils faisaient les autopsies. Et à l'époque on se lavait pas les mains, ils revenaient, ils avaient les mains qui sentaient le cadavre. Et donc ils examinaient les femmes à main nue habituellement, et donc ils communiquaient probablement, et donc s'apercevant de ça, il a fait une autre enquête en montrant que à partir de 1822, tout ça se passe dans les années 1850, à partir de 1822, dans l'hôpital de Vienne, on a accepté, on a décidé de faire systématiquement des autopsies. Avant, il n'y avait pas de mortalité, très peu de mortalité en maternité. Après, la mortalité a monté très vite. Donc, il s'est douté que c'était lié aux autopsies. Et donc, il a décidé, en 1847, d'obliger tout le monde à se laver les mains, y compris son chef de service. Et en fait, il se heurte à l'institution médicale, vous dites, il souligne bien sûr l'incurie par une explication qui est considérée comme trop simple et insupportable. Oui, c'est ça. Puis c'était insupportable de changer ses habitudes. Et il a eu une opposition formelle. Il est obligé de partir. Il n'a pas été renouvelé dans son poste. Et il est parti à Budapest. Et puis, il a fini par écrire son livre en 1861 sur l'étiologie de la fièvre puerpérale, qui a eu un retentissement assez important. Et donc, il a été le premier à s'apercevoir. On sait aujourd'hui que c'est des streptocoques qui est contaminé. On n'est pas loin. Pasteur, c'est 20 ans après, dites-vous. Oui. Hein, c'est 1877. Hein, et ça. Puis il avait vu aussi une chose terrible. Un de ses amis qui s'appelait Koletschka avait fait une autopsie et s'était blessé au doigt et il a fait les mêmes signes, une infection très grave de fièvre puerpérale dont il est mort, ce qui l'avait marqué particulièrement. Donc les particules qu'en fait les étudiants véhiculaient, c'était des bactéries. C'était des microbes et ces microbes étaient des streptocoques, on sait aujourd'hui. Alors, troisième chapitre, les innovations thérapeutiques. Là, ça m'a posé un choix difficile parce que la découverte de l'anesthésie, l'insuline, la transfusion sanguine. Et finalement, j'ai opté pour l'histoire édifiante de Landsteiner qui découvre les groupes sanguins. Oui, alors, c'est une découverte capitale. Et ça fait partie de ces découvertes qui ont sauvé des millions et des millions de personnes. En effet, il y avait deux grands groupes de patients qui mouraient d'hémorragie. C'était les femmes à l'accouchement, qui mouraient souvent d'hémorragie. D'ailleurs, sa sœur, je crois, est morte. Il me semble que c'est sa sœur qui est morte d'hémorragie à la naissance. Et puis, il y avait les soldats. Finalement, les blessés qui meurent d'hémorragie. Et donc, il a fait une découverte qui est extrêmement simple, en fait. Quand on met du sang d'un animal avec du sang humain, il y a une agglutination. Et quand on met maintenant du sang humain avec du sang de personnes malades, il y a une agglutination. Et on pensait que c'était dû à l'inflammation, essentiellement. Et donc, ce qu'il a fait,
il a pris du sang de personnes normales, y compris lui, de 6 personnes, et il a regardé comment les coagglutinations. Il s'est aperçu qu'il y avait 3 groupes sanguins, qu'il appelait A, B, et qu'on appelle 0 pour le 3e, qui étaient, il a découvert les groupes sanguins et qu'il fallait être compatible pour ne pas avoir ces accidents de transfusion qu'on observait souvent lorsqu'on faisait ça sans grouper les gens. Alors ça, c'est au début du XXe siècle. 1901. 1901, Steve. Professeur Bersch, un petit peu avant, jusqu'à quelle période l'influence de la religion s'est faite sentir sur le rapport au corps, sur le rapport à la santé, sur le rapport aux soins ? Je crois que jusqu'à aujourd'hui encore, je pense qu'il y a une influence de la religion encore aujourd'hui. Mais d'une façon générale, par exemple, si vous prenez le cas des vaccinations, les grandes religions sont d'accord avec les vaccinations. Il y a des extrémistes qui ne l'acceptent pas, mais dans l'ensemble, il y a la religion, elle a été surtout, je dirais, jusqu'à la Renaissance et jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a une forte influence. La religion a surtout concouru à freiner en partie le progrès médical et le progrès scientifique d'une façon générale. On a vu ça avec Galilée, on a vu ça avec même Kepler, qui a eu beaucoup d'ennuis. Donc, quand on sortait des dogmes acceptés par la religion catholique, par exemple en l'occurrence, eh bien à ce moment-là, il y avait, on envoyait l'Inquisition et on empêchait les gens de progresser. Puis la religion a aussi empêché les autopsies pendant un millénaire. Donc les autopsies étaient formellement interdites dans la chrétienté en tous les cas et dans beaucoup d'autres religions d'ailleurs. Le destin de Landsteimer, donc il découvre les groupes sanguins, mais en fait il est obligé de partir pour poursuivre ses études. Il part en 1920 d'abord aux Pays-Bas, puis il va aux États-Unis. Pour des raisons raciales, professeur Bersch, sa maman est juive, je crois. Oui, parce que il n'était pas menacé directement. Il était d'origine juive, effectivement. Il n'était pas menacé énormément. Il était surtout assez amer de ne pas être reconnu et de ne pas avoir de bons moyens pour travailler. Il part d'abord aux Pays-Bas, puis au Rockefeller. Et au Rockefeller, il va continuer un parcours extraordinaire. On lui doit beaucoup de découvertes. Le découverte du virus de la poliomyélite, d'ailleurs en 1908. On lui doit la découverte des groupes sanguins, donc la découverte du groupe Rhésus en 1939, et alors des travaux d'immunologie fondamentale avec la notion d'aptène, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un antigène réagit avec les anticorps, pour faire simple. Donc, c'est un extraordinaire savant. On reçoit le prix Nobel en 1930. Qui est crédité du prix Nobel en 1930 pour la découverte des groupes sanguins. Voilà, je voudrais qu'on termine, puisque votre ouvrage s'appelle « Gloire et imposture de la médecine ». Peut-être une remarque, Steve, non, sur les dérives de la médecine. Alors, la galerie des personnages relève des curiosités. On est entre le ridicule et l'horreur. Je ne parle même pas de la supériorité de la race aryenne, la nécessité d'éliminer les juifs, les blancs, les noirs lors de la colonisation. On ne parlera pas non plus de Berillon, d'Alexis Carrel, qui se sont illustrés, et une sombre histoire aux États-Unis sur des Noirs et la syphilis. Tuskegee. Donc, l'histoire de Tuskegee, ça je renvoie vraiment les auditeurs à ce chapitre qui est saisissant. Et je préférerais qu'on évoque la thalidomide, qui est plus proche de nous, considérée pour certains comme la plus grande catastrophe de la médecine et de l'industrie pharmaceutique. C'est vrai que l'histoire de la thalidomide est dramatique. Pour faire bref, on découvre le médicament par synthèse en 1953 en Suisse. Une compagnie, un industriel allemand, la compagnie Grünenthal, achète le médicament et commence à le tester comme ça se fait chez des volontaires pour voir les effets, en particulier s'il y avait des effets contre antibiotiques, par exemple. Et en faisant ces tests chez les volontaires, ils s'aperçoivent que les volontaires sont somnolents. Et donc, ils ont trouvé l'alternative aux hypnotiques, qui sont relativement dangereux, éventuellement. Et donc, ils commencent à faire la promotion, ils commercialisent ce médicament en 1956. Jusque-là... On est en concurrence avec les barbituriques. En fait, le produit pour dormir à cette époque-là, ce sont les barbituriques. Une grosse compétition avec les barbituriques, et le médicament a un succès fou, parce qu'il est très, soi-disant non toxique, comme vous allez voir, et puis il est, très bien supporté, et il y a plus d'1 million d'Allemands, en 57-58,
parents qui prennent ce médicament. Vous dites c'est même le 3e médicament le plus vendu en Europe. Ça a été le 3e médicament le plus vendu en Europe. Là-dessus apparaissent en 1960 des névrites. Et le laboratoire nie l'existence de ces névrites, dit que c'est une coïncidence, etc. Puis apparaissent des malformations très graves qu'on appelle phocomélie, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec des mains qui sont directement attachées, si je puis dire, comme les phoques, sur le tronc, enfin des choses épouvantables. Et donc le laboratoire nie toujours. Et dit non seulement, professeur Berge, vous dites il nie, mais en fait il menace ceux qui les dénoncent ou qui l'évoquent. Il menace les gens qui incrimineraient leurs médicaments de poursuites et éventuellement au pénal pour dénigrement, etc., propagation de fausses nouvelles. Là-dessus, il y a un généticien allemand, le docteur Lenz, qui va se pencher vraiment là-dessus et qui va colliger toutes les anomalies de type phocomélie entre 1956 et 1960 ou 62, et il fait rétrospectivement, il regarde rétrospectivement la fréquence depuis 1938, et il s'aperçoit que ça commence dès que l'on a commencé la thalidomide. D'ailleurs, le premier malade est né le 25 décembre 1957. C'était un enfant qui naît dans la ville de l'industriel, parce que c'était un salarié qui avait eu des échantillons et qui l'avait donné à sa femme enceinte de 3 mois, parce que malheureusement ce médicament est un antinauséeux, et donc beaucoup de femmes enceintes l'ont pris. Le résultat, c'est qu'elle a mis au monde un enfant mal formé et avec les conséquences terribles. Alors la thalidomide, professeur Berge, ça fait quoi? Ça fait 20 000 victimes à peu près? Ça fait 20 000 victimes, et actuellement il y a 5 000 personnes probablement encore qui vivent avec cette malformation, parce que beaucoup de victimes sont mortes soit in utero, soit quelques mois après la naissance. Et sur ces 20 000 victimes, il y a 5 000 personnes qui sont encore en vie. Voilà, on arrive au terme de cet entretien. Vous voyez, ça passe vraiment très très vite. En fait, la médecine, on s'aperçoit qu'elle peut être grande et parfois misérable. Absolument. Donc il y a des hauts et des bas, et on a essayé de faire un mélange des hauts et des bas de cette histoire. Mais l'histoire de la médecine, c'est absolument passionnant. Et je vous remercie en tous les cas d'être venu en parler. Donc c'est Gloire et imposture de la médecine, édition Tempus chez Perrin. Merci, professeur Berge.